Jusqu'à 1977, le monde orthodoxe allait à l'armée. Le nombre de personnes qui étaient exemptes d'armée, Torato Humanuto, sa Torah je sais pas L'essentiel de comment sa traduire, vie. quelques centaines. Et ça veut dire jusqu'en 1977, c'était pas un problème. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Marc Abitbol. Marc, bonjour, Boker Tov. Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous vous avons sollicité parce que vous avez pris l'initiative avec plusieurs familles endeuillées. Je rappelle que vous êtes le père du commandant Eliav Abitbol qui est tombé au combat au sud Liban le 26 octobre 2024, il y a un peu plus d'un an. Et vous avez pris l'initiative avec plusieurs familles endeuillées qui ont perdu des enfants au combat pendant cette guerre de publier, on va dire, une sorte de pétition, un appel autour de la loi qui va être au cœur de l'activité politique de cette semaine, la loi sur l'enrôlement ou le non-enrôlement des élèves des yeshivot. Vous avez voulu faire entendre votre voix. Quel est ce message que vous souhaitez faire passer à travers cette pétition ? Il y a plusieurs messages. Le premier, pour moi, le plus important, parce que c'est respecter la mémoire d'Eliav et de tous ceux qui sont tombés, c'est que non seulement il n'y a pas de contradiction entre l'étude de la Torah, mais c'est un devoir d'un Ben Torah d'aller au combat pour défendre son peuple. Ça fait partie intrinsèque des mitzvot de la Torah depuis tous nos sages, l'Agmara, le Rambam, etc. Il n'y a aucun fondement pour dire qu'il ne faut pas aller à l'armée pour défendre le peuple d'Israël. Donc ça, c'est pour moi extrêmement important parce que c'est quelque chose qui représente nos valeurs, notre morale, et que je demande et j'exige de tous nos leaders spirituels de mettre en avant la politique. Pourquoi? Parce que ne pas mettre ça en avant, c'est bafouer la mémoire de tous ces soldats qui sont partis au combat au nom de la Torah pour défendre le peuple d'Israël sur sa terre. Mon fils, quand on nous a ramené une partie de son équipement il avait sur lui un livre d'études. C'est-à-dire qu'il est parti au combat avec la Torah qu'il a envoyée là-bas. Et donc pour moi, c'est la première chose. Avant tout débat, il est important de mettre sur la table que c'est cette valeur morale fondamentale, que non seulement il n'y a pas de contradiction entre l'étude de la Torah, au contraire, on va au combat au nom de cette même Torah. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on peut passer à la deuxième étape, mais pas avant. Alors Et j'en justement, profite de ce que vous me donnez la parole pour demander à tous nos leaders spirituels de parler de cette même voix. Alors justement, lorsque vous parlez des leaders spirituels, et une fois que l'on est arrivé à cette conclusion, mais le problème c'est que dans le monde orthodoxe, et vous savez, il y a cette fameuse formule qui dit Shivim Panim la Torah, il y a plusieurs interprétations, on n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets avec différentes personnes, même dans la halacha, il y a des différents décrets, des différentes psychotes. Là aussi, le monde orthodoxe dit, nous, on considère effectivement, il peut y avoir une importance, etc., mais nous considérons que l'étude de la Torah est en priorité et qu'elle elle repousse tous les autres engagements, y compris l'enrôlement des élèves des yeshivot. Comment on peut répondre à ça? Comment on peut répondre même au principe, au fait que ce sont des gens, les orthodoxes, qui ont grandi dans un environnement dans lequel, eh bien, on va dire, le mythe du soldat israélien, le mythe de la défense d'Israël, le mythe même d'un État d'Israël, eh bien, ça n'existe pas. Moi, je suis honneur pour entendre où est-ce qu'ils ont trouvé ça dans la Torah, qu'il faut l'otarmod adam recha, tu ne resteras pas insensible au sang de ton frère, et c'est la quantité de versets, etc. Donc, je suis très curieux de comprendre comment ils expliquent tout ça. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, jusqu'à 1977, le monde orthodoxe allait à l'armée. OK? Le nombre de personnes qui étaient exemptes d'armée pour Torato Humanuto, sa Torah je ne sais pas L'essentiel de comment sa traduire, vie, tu le traduiras l'essentiel mieux de que sa moi, vie, c'est ça. était quelques centaines.
Et ça veut dire jusqu'en 1977, c'était pas un problème. En 1977, la Torah a changé. Moi, j'ai étudié au Machon Lev, le Rav Bar Chaim, qui vient du monde orthodoxe, Haridi, pendant la guerre des 6 jours, il était des mineurs. Donc, il n'y avait pas à cette époque l'Agudat Israël qui ont signé sur la déclaration d'indépendance. Ils allaient à l'armée. En 77, ça a changé. Donc, c'est pas la Torah qui a changé. Les vraies valeurs de la Torah n'ont pas changé, elles restent les mêmes. Donc, il ne faut pas se mélanger les pinceaux sur ce sujet-là. Alors, C'est un votre... sujet politique Mhm. amené par les leaders du monde. Moi, je me considère comme juif orthodoxe. Hein, c'est pour ça que je n'ai pas compris comment on fait la différence. Ani Mekayem Kekala Bachamora. Pour moi, pour moi, je ne vois pas la différence. Je suis un juif orthodoxe qui respecte le monde de la halacha dans son entité tout entière. Et c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants. Donc, je ne veux pas pourquoi on ferait la différence. Et je les ai étudiés, éduqués pour l'amour de la Torah, pour l'étude de la Torah, etc. Donc, si jusqu'en 77 c'était permis, il n'y avait pas l'onid Namoud velonid Gaes, on va mourir, on ne va pas s'enrôler. Jusqu'en 1977, je ne l'ai pas entendu. Je ne comprends pas qu'est-ce qui a changé. Enfin, ce qui a changé, je comprends, c'est politique. Surtout avec un leadership orthodoxe qui veut garder tout, tout cet ensemble de cette communauté sous son joug et pas le sortir. Et ça, Alors, c'est plus possible. Moi, je suis pas je suis pas un général de l'armée. Je sais pas dire combien il faut, etc. Mais par contre, je suis un citoyen du peuple juif avec à part entière. Et je dis que continuer dans cette direction-là, c'est aller à l'échec de ce retour en Israël et à un échec qui peut être terrible pour le futur du peuple juif. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est compliqué de regarder ce qui se passe. La société israélienne ne peut pas tenir avec un tiers qui ne travaille pas, qui ne participe pas, etc. Et le monde haridi a des forces extraordinaires que l'on veut apprendre. Il faut qu'ils viennent avec nous de la même manière que la Tzionut Adatit a fait ces 30 dernières années, une évolution extraordinaire, se trouve de partout et permet, par cette osmose d'être avec le reste du peuple juif, d'influencer le nombre les statistiques aujourd'hui donnent en Israël une population à majorité traditionnelle. Cette tendance qui s'est faite ces 30 dernières années, elle est le résultat, pas de rester enfermé dans les 4 amotes du Beth Midrash, mais de participer avec le peuple juif pour lui montrer qu'est-ce que c'est que la Torah, comment on la vit. C'est comme ça qu'on amène cette tendance, ce peuple juif à changer et à se rapprocher de la Géoula, la délivrance. alors Et pour ça, Marc, on ne peut pas rester à Bnebrak. Marc, cette pétition, elle est dirigée d'abord, avant tout, c'est écrit dans l'intitulé, vers le monde sioniste religieux, vers le monde traditionnaliste. C'est pas dirigé vers les orthodoxes. C'est dirigé Pourquoi c'est dirigé vers le monde sioniste religieux et vers les traditionnalistes aujourd'hui? Vous craignez justement que dans le jeu politique, eh bien, le monde sioniste religieux puisse faillir à sa mission, en tout cas à l'enseignement même qu'il a reçu, qu'il a développé justement. Après, il y a deux niveaux. Je reviendrai. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas au monde ultra-orthodoxe ou comme on veut l'appeler? Et pourquoi on parle d'abord à la base des gens communs qu'on a? Tout d'abord, à nos leaders de la Tzionut Adatit, qui nous ont éduqués, qui ont éduqué nos enfants, qui ont enseigné à Eliyav, et dans les derniers mètres, avant qu'il se jette dans cette maison pour aller sauver ces soldats sur lesquels il est tombé, ils l'ont laissé tout seul. C'est inacceptable. C'est à eux qu'on parle. Vous n'avez pas le droit de faillir devant les valeurs dans lesquelles nous avons tous appris, et on a éduqué toute une génération. Et c'est cette génération-là qui est importante de montrer et d'expliquer à nos leaders et de les regarder dans les yeux et leur dire attention, vous ne pouvez pas faillir aujourd'hui. C'est pas 3 ou 4 mois encore au Parlement puisque les élections seront mai, juin, septembre, octobre, peu importe. Et là maintenant, c'est vraiment faillir aux valeurs dans lesquelles on croit tous. Et c'est pour ça qu'on parle
à ces députés-là, qui font partie du même enseignement, qui ont reçu les mêmes enseignements, qui ont parlé, enseigné nos enfants ces mêmes enseignements avec lesquels ils sont allés au combat, et certains ne sont pas revenus de ce combat. Ne pas faire ça, lever la main pour cette loi, c'est bafouer leur mémoire, et bafouer leur mémoire par ceux qui nous ont enseigné ces valeurs. Et c'est inacceptable. C'est pour ça, c'est la première raison pour laquelle on parle avec ces gens-là. Parce qu'ils font partie de la direction dans laquelle on va, et ils ne peuvent pas maintenant, pour 3 4 mois de plus à la Knesset, bafouer la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés. Et on m'a posé la question, je renverrai mon fils Eliav étudier à Eli, je renverrai tous mes enfants. Un mois après qu'Eliav soit tombé, Avidan et Yochai sont repartis en Milouim. Et je leur ai dit, pourquoi vous partez en Milouim? C'est très difficile pour nous. Ils m'ont dit, c'est comme ça que tu nous as éduqués, papa. Et donc, je ne renie pas une seconde l'enseignement, tout en sachant où est-ce que ça m'a amené et la douleur dans laquelle on vit aujourd'hui. Je ne la renie pas parce que c'est comme ça que le peuple juif, le peuple d'éternité va continuer. Et je demande à mes leaders de respecter cette demande. C'est plus grand-chose. Je pense que c'est plus important que les 4 mois encore au Parlement. Est-ce que sur le Ça, c'est fond, par rapport à eux. est-ce que sur le fond, le fait de ne pas justement vous tourner vers le monde orthodoxe, c'est un aveu, on va dire, de dépit par rapport au monde orthodoxe, de voir que finalement, le dialogue n'est pas véritablement possible, qu'aujourd'hui, après 2 ans de guerre, de voir que le monde orthodoxe réagit tel qu'il réagit actuellement, c'est la preuve que on a passé l'étape d'un dialogue possible et qu'il faut aller vers une position plus ferme, vers par exemple des sanctions comme ne l'exige pas la loi de Boaz-Bismuth. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller, on va dire, jusqu'au bout dans la confrontation avec le monde orthodoxe pour le mettre face à ses réalités, face à ses responsabilités? C'est compliqué. D'abord, il y a 2 choses. D'abord, il est clair que cette loi qui est en train de passer n'a rien à voir avec un dialogue. OK? Puisque Bismuth, qui a remplacé Yuli Edelstein, il est allé voir les Haridim pour leur demander qu'est-ce qui vous va. C'est pas la peine d'être un très grand politicien pour voir comment ça s'est passé. Ça s'appelle Chok Asdarat Bachur Yeshiva, la loi qui va aménager les Bachur Yeshiva. C'est pas, ça n'a rien à voir avec un dialogue, ce qui se passe ici. Donc, comme ça n'a rien à voir avec un dialogue, on ne peut pas aller au dialogue là-dessus. Donc, ça, c'est la première chose. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui sur la scène politique, c'est pas un dialogue, c'est la vote de la Prora des Sables. C'est à peu près ça, ce qui se passe, pour encore 6 mois au Parlement. Donc là-dessus, c'est ça qu'il faut arrêter. Tactiquement, c'est ça qu'il faut arrêter, parce que s'il y avait un dialogue, je suis d'accord, il faut aller à la commission, parler, voir, aménager. J'ai été sous Yuli Edelstein. Il y avait un dialogue sous Yuli Edelstein. J'ai entendu les gens parler de droite, de gauche, etc., et de discuter sur des choses qui avaient quand même quelque chose de fondamental, même si à l'époque, je n'étais pas très en faveur de passer une loi qui fait une différence entre le sang des uns et le sang des autres. Mais à l'époque, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un dialogue. Mais là, Bismuth, il a refusé de parler avec toute personne autre que les députés des Haroun Knesset, de Chasse, Gaudat Israël, etc. Donc, il n'y a plus de dialogue. Le dialogue était fermé à ce niveau-là. Et tactiquement, il faut arrêter cette chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai essayé ces 2 dernières années de prendre contact, de parler avec des députés du monde orthodoxe. Très peu ont voulu parler avec moi. Et je ne suis pas une personne agressive, je ne suis pas venu pour dire il faut des sanctions, etc., mais pour essayer de comprendre. J'ai eu aucune passerelle, zéro, avec les leaders. Qu'est-ce qui se passe en dessous? C'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, pour l'instant, la première chose qu'il faut faire tactiquement, il faut arrêter cette loi. Et après, moi, je ne suis pas, ma position personnelle, je ne suis pas en faveur d'une loi. Je suis en faveur qu'on revienne à ce qu'étaient nos valeurs il y a 30 ans et que l'on retravaille étape par étape pour que la société orthodoxe en Israël participe intégralement à la vie ici en Israël, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. On ne peut pas construire un shtetl aujourd'hui en Israël, c'est pas possible. Alors justement, je reprends ce que vous venez de dire, je rebondis sur ce que vous venez de dire pour regarder le texte de la loi. C'est vrai que la loi, elle ne permet pas elle ne favorise pas l'enrôlement des élèves des yeshivot, mais elle donne
une petite ouverture, une petite brèche, c'est-à-dire que quelques milliers d'élèves des yeshivot pourraient s'enrôler, il y a une sorte de quota qui est installé. Pourquoi finalement ne pas voir le bon côté, la moitié du verre plein plutôt que la moitié du verre vide et dire, bon, bah, il y a peut-être un début de C'était possible. vrai. C'était vrai sous le temps de Yuli Edelstein. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est pas, il faut lire et c'est clair. Il y a plus de sanctions. C'est mesuré sur 1 an et demi, parce que c'est clair que cette loi, elle va pas résister à la Cour suprême. Et elle est là pour gagner du temps. De tous les paragraphes, elle est là pour gagner du temps. L'enrôlement de partout. Chirut Leomi, Magen David Adom, etc. Hatzala et compagnie. Définition de qui est Hariri, hyper vague. Qui c'est qui définit ça? Le chat qui garde son bol de lait. Donc tout est fait pour pouvoir, pour empêcher un enrôlement réel des Bachur Yeshivot. Le coût qui est pas plus élevé de ce qui se passe aujourd'hui de façon naturelle. Donc on ne va pas changer quoi que ce soit. Après que j'ai cité tout ce que j'ai cité, qu'il n'y a pas de sanctions, qu'on a permis d'aller de partout, depuis le Shirut Lomi, la police et compagnie, que ceux qui vont définir qui c'est Haridim, c'est les rabbinim, qu'il n'y a pas de surveillance dans les yeshivot sur qu'est-ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer. Et je vais vous donner un exemple que m'a donné le directeur général d'une grande yeshiva du monde sioniste. Il m'a dit, nous, notre yeshiva est dans un endroit où les talmidim, ils ne peuvent pas partir, ou ils sont là, ou ils sont pas là. Quand vient un inspecteur de l'armée ou du ministère de l'Éducation pour voir qui c'est qui est là, pour voir si tout se passe bien, il arrive, il voit la situation telle qu'elle est. Parce que là où on est placé, on ne peut pas aller ailleurs. Il ne faut pas les appeler pour leur dire venez, attention, il y a un inspecteur qui arrive. Qu'est-ce qui se passe à Mnebra? Qu'est-ce que je dis? C'est pas un secret, c'est connu. C'est quand l'inspecteur y arrive, il y a tous les beepers qui arrivent et tous les jeunes qui ne sont pas à la yeshiva en train de travailler qui arrivent dans la yeshiva. Donc, c'est pour ça que je pense que cette loi, elle est inutile. Elle ne changera rien du tout. Au contraire, elle fait un dégât terrible dans le sens où elle va immortaliser une situation qui est un désastre pour l'État d'Israël. Pas seulement pour l'enrôlement pour l'armée, mais pour la société, pour le peuple juif, dans sa soutenabilité sur les années à venir. Et c'est ça qui est important. Le monde haredi a un rôle à jouer dans la construction du peuple juif. Il ne faut pas qu'ils s'en sortent. Il faut qu'ils aient des leaders qu'ils comprennent. Et il y a chez eux des leaders avec qui j'ai parlé qui comprennent ce sens-là. Sans étant élève du Rav Kook, on peut comprendre ce que c'est que le peuple juif et on peut comprendre comment c'est faire partie du peuple juif. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que cette loi, elle a des conséquences terribles dans le fait qu'elle immortalise une scission terrible entre une partie du peuple juif et le reste, et les conséquences peuvent être dramatiques dans les années à venir. Eh bien, Marc Abitbol, merci beaucoup de nous avoir expliqué aussi clairement votre position, la position de ces quelques 40, peut-être même plus aujourd'hui, familles endeuillées qui ont signé cette pétition en faveur, pour appeler, on va dire en particulier, les élus du monde sioniste religieux à ne pas signer, ne pas voter en faveur de cette loi dans les prochains jours. Je suppose que vous allez poursuivre, essayer de faire qu'il y ait un maximum, on va dire, de parents dans votre situation qui signeront cette pétition. Depuis que ça a apparu, il y a beaucoup d'autres parents qui se sont joints à nous. Pas seulement des parents qui sont issus de la Sionout Dati, mais de toute tendance. Et je pense que la légitimité qu'ont tous ces parents de parler au nom de leurs enfants, elle est extrêmement importante pour que nos élus puissent nous regarder dans les yeux. Et s'ils pensent que c'est important de lever la main, qu'ils sachent que nous, on n'oubliera pas demain. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble de toutes ces familles, les familles de leurs familles, etc. Et de nouveau, si on était au début du mandat, mais on est sur la fin. Donc vendre ces idées pour encore 3 ou 4 tours, pour moi, ça me déchire. C'est terrible. On ne peut plus parler de maintenant, il faut sauver la coalition, on a l'Iran, etc. Ça y est, on a passé cette étape. Venez, on se recentre maintenant sur nos valeurs. Bien, merci beaucoup Marc Abitbol pour ce message. On espère qu'il passera, y compris dans le public francophone. C'est important aussi de le faire passer parce que je pense que quelque part aussi dans le monde orthodoxe, on doit être sensible à ce message, y compris dans le monde orthodoxe francophone. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Marc. Une excellente journée.